L'heure vous est offerte par le garage Balcon du Jura, votre nouvelle agence Suzuki à Sainte-Croix. Bienvenue, il est midi sur les ondes de Carnaval FM. Espace public avec Jean-Claude Allan. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Jean-Claude, bonjour monsieur Philippe Brennenstuhl qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour. Jean-Claude, monsieur Brennenstuhl est pour l'instant tout seul. Oui, ce n'était pas prémédité. Nous avions prévu de confronter Philippe Brennenstuhl à Cécile Amarel. La confrontation aurait pu être animée si ce n'est explosive. Malheureusement, ce matin, Madame Amarel nous a averti qu'elle ne serait pas à la gare de Sainte-Croix avant midi 20-25. Par conséquent, nous avons dû modifier un peu le déroulement de l'émission. Nous consacrerons la première demi-heure à Philippe Brennenstuhl, président du Parti nationaliste suisse, et la deuxième à Cécile Amarel, conseillère nationale du Parti socialiste suisse. Merci Jean-Claude. Avant juste de débuter cette émission, on en profite pour remercier notre parrain, la laiterie du marché à Sainte-Croix. Bonjour monsieur Brennenstuhl, bienvenue sur les ondes de Carnaval FM. On va vous laisser vous présenter, une petite présentation personnelle et de votre parcours politique. Oui, déjà merci de me recevoir. Je vois que nos adversaires politiques se défilent un peu quand même. C'est pas trop grave. J'ai 61 ans. Ça fait longtemps que je suis dans la mouvance nationaliste. J'ai cofondé en 2000 le Parti nationaliste suisse en Suisse allemande, le PNOS. Et en 2011, j'ai pris la décision qu'il fallait une partie romande à ce parti, avec notre particularisme romand qui n'est pas celui naturellement des Suisses allemands. Nous sommes que 23% de la population suisse. Il fallait adapter la vision nationaliste à notre mentalité. Vous habitez à Sainte-Croix? Oui, j'habite à Sainte-Croix. Depuis 11 ans. Et vous y plaisez? Très bien, magnifique. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Sainte-Croix? Eh bien, je suis né à Genève, mais j'ai fait mon enfance à Yverdon et j'ai toujours eu le Jura en face de moi. J'ai fait beaucoup de motos, j'ai fait des courses de moto et la côte de Sainte-Croix à l'époque, qui était libre, était un peu notre terrain de jeu. On a parcouru en long en large toutes les routes ici et les chemins et j'ai toujours été admiratif de cette nature qu'il y a ici. D'ailleurs, j'en profite par des courses à pied à plusieurs reprises par semaine, ou la raquette, ou cette sorte de sport. Et l'air est vivifiant, on est souvent au-dessus du brouillard, on est tranquille, il n'y a pas la surpopulation ni la surdensité que le PNS dénonce à vive voix. Bien, vous vous présentez pour un poste au Conseil d'État? Au Conseil d'État, pas encore sûr, on doit prendre une décision demain, grand conseil sûr avec 2 autres candidats. D'accord. Quelles sont vos motivations et votre programme politique? Alors notre programme politique, naturellement, il est très connu depuis 2011, c'est-à-dire nous on a fait une provocation, disons 0% d'immigration à l'entrée en 2011, 0% naturalisation, on arrête cette industrie de faiseurs de Suisse, et 0% à l'entrée pour la politique d'asile. Et je pense que nous devons arrêter ce déferlement, déjà depuis 2011, et on était visionnaires parce qu'on a vu que tout s'est empiré, somme toute, et que plus de 600 personnes maintenant au kilomètre carré, sur 34% habitables, habitent la Suisse, et c'est notre premier combat, c'est contre la surdensité et la surpopulation, dans un premier temps. Après, on rajoute ça, les problèmes qui sont venus se greffer depuis 2011, c'est-à-dire une religion qui est en guerre contre elle-même, qui est l'islam, et ça, nous, on était déjà pour arrêter l'immigration musulmane des pays en guerre, déjà depuis 2011. Ça s'est pas fait, on l'a plutôt accéléré, et on voit dans les pays limitrophes tout ce qui s'est passé comme événement qui nous donne raison. D'après vous, la Suisse, vous le dites dans votre programme, n'est pas une terre d'asile, donc c'est zéro asile. Oui, on veut faire zéro asile parce qu'on voit que l'asile a été dévoyé. L'asile maintenant, c'est un moyen détourné de faire amener une main de bon marché, de gonfler une croissance artificiellement, et ça n'a rien d'humain, ça n'a rien du tout, et tout a été provoqué par des guerres qui ont été le fait de l'Occident. Le PNS étant anticolonialiste, il n'a pas envie non plus de se faire coloniser.
Vous dites aussi dans votre programme, ça, on quitte la notion de politique avec les étrangers. Vous dites être opposé très violemment à la loi qui s'appelle Via Secura et qui réprime assez fermement les auteurs d'infractions routières. Vous la déclarez illégale. Oui, elle est illégale parce qu'évidemment, dans quel cerveau malade a pu naître cette norme? Le peuple suisse est un des peuples au monde le plus discipliné. On a été en permanence en réduction des accidents de la route et des morts sans qu'il y ait de normes pénales. On vient de nous mettre une norme pénale comme si le peuple suisse était un peuple de chauffards, alors qu'on sait que naturellement tous les accidents ne sont pas le fait que de Suisses, loin de là. Et à Berne, tout d'un coup, un matin, ils se réveillent, ils se poussent du coude et ils disent zéro mort sur les routes, ce qui est complètement idiot, et ils nous sortent une norme pénale. Maintenant, tout est norme. Que ça soit sur la liberté d'expression, on nous met une norme à nous Suisses, on nous met une norme pénale sur la route, et on a des normes pénales partout maintenant. On nous cadre comme un troupeau de moutons que l'UDC a bien précisé comme animal totem de la Suisse, c'est le mouton. Qu'il soit blond ou noir, on est des moutons. Eh bien nous, au PNS, on estime qu'on n'est pas des moutons, et on doit lutter contre ce genre de procédé anti-patriotique, anti-démocratique, et qui n'a pas lieu d'être. On devrait donc sanctionner différemment un chauffard suisse et un chauffard frontalier ? Non, ça je rentre pas dans cette dialectique-là, mais il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, on est en complète, malgré que le parc automobile, avec l'immigration justement, entre autres, a augmenté de façon exponentielle, les accidents sont en diminution. Je ne sais pas pourquoi on a dû nous mettre une norme pénale. C'est absolument scandaleux de traiter un peuple comme ça. Dans le domaine économique, le Parti nationaliste suisse se prononce pour un contrôle sur les prix. Comment allez-vous réaliser cela dans un monde qui est ouvert aux frontières? Il n'est pas si ouvert que ça, parce que quand on voit que les Suisses vont acheter à l'étranger pour des milliards, parce que les prix en Suisse pratiqués pour les mêmes produits sont 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois le prix, parce qu'il y a un cartel d'importateurs qui s'en met plein les fouilles des Suisses, pas des étrangers, sur le dos des Suisses. Alors, je pense que ça, c'est aussi antipatriotique que de pratiquer des prix pareils avec des marges de bénéfices extraordinaires sur le dos des Suisses. Et je pense que la seule régulation actuellement qu'il peut y avoir malheureusement, c'est l'achat transfrontalier qui met une pression sur les prix en Suisse. Parce qu'évidemment, Monsieur Prix, il est là, je ne sais pas pourquoi, c'est un fantoche qui ne fait absolument rien et on voit qu'il n'y a pas de contrôle sur les prix. Toujours dans le thème de l'économie, donc on sort d'un week-end de votation fédérale, notamment sur l'objet de la révision de l'imposition des entreprises. Qu'avez-vous voté sur cet objet de la RIE 3 ? Alors nous, c'était 3 fois non sur les 3 grands sujets qu'il y avait. RIE 3, pour nous, ils ont surchargé le bateau, ça pouvait pas passer, c'est un peu, comment dire, foutage de gueule vis-à-vis du peuple. À la base, ça devait aller dans le sens un peu de l'imposition internationale ou européenne, et ils ont encore rajouté pour faire bénéficier je sais pas qui, et ça ne pouvait pas passer. En plus de ça, il y a eu une lutte entre ceux qui disaient que ça allait rapporter des milliards et ceux qui disaient qu'on allait perdre des milliards. Il est arrivé ce rapport 10 jours avant, comme quoi, quand on nous avait dit qu'on allait gagner des milliards, on en a perdu des milliards. En plus de ça, on a Widmer Schlumpf qui est venu dire c'est pas ce que j'avais fait à la base, ça va trop loin. On nous dit que les cantons allaient avoir des bénéfices, que ça allait coûter aux villes et aux communes. Pour finir, le peuple, qui n'est pas spécialiste de cette question et qui ne peut pas l'être, parce que c'est vraiment une affaire de spécialistes, dans le doute, ils se sont abstenus et en masse, et c'est très bien. Et quelle solution est-ce que vous préconisez alors je crois que écoutez, je suis pas spécialiste là-dedans, il faudrait parler avec des spécialistes pour vraiment plonger là-dedans, mais je crois que le projet de base ou le projet du canton allait dans le sens du projet de base de Widmer Schlumpf qui semblait être adaptable. Maintenant, il faut voir, c'est vraiment une affaire de spécialistes, et je comprends pas qu'on puisse faire voter un peuple sur des affaires aussi graves que ça et aussi spécialisées quand on n'est pas dans le métier et qu'on n'est pas entouré de gens qui peuvent vous conseiller, et personne ne peut l'être.
Donc vous remettez en cause le principe de la démocratie semi-directe? Quand la démocratie directe sert à se retourner contre elle, évidemment que je m'oppose. Comme quand on a, en 1999, dans la nouvelle constitution suisse, on a glissé le droit international supérieur à notre constitution, on a fait passer plus de 200 articles constitutionnels au peuple suisse en qui n'y connaissent rien, et qu'on glisse dedans que le droit international est supérieur à notre constitution, on a vu les dégâts. Et à l'époque, aucun parti, et même pas l'UDC, ne se sont opposés à ça. Il y a eu que nous, les patriotes, on a dit, attention, danger. Vous glissez un truc dedans, et les gens ont voté oui à cette nouvelle constitution, mais sans vraiment savoir, sur 200 articles de loi constitutionnelle, quel était le piège. Et c'était un piège. Est-ce qu'il n'y a pas un principe supérieur au droit nationaliste suisse, qui est par exemple la déclaration des droits de l'homme? Justement, ils l'ont aussi glissé dedans. C'est de nouveau un argument supranational que nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas des précédents d'aller contre d'aller contre les principes de ce traité. Le peuple suisse n'a pas à être imposé par l'extérieur. On n'a jamais donné des preuves de génocide à l'extérieur ou quoi que ce soit. On vient nous imposer, somme toute, des traités qui découlent du fait d'autres pays. On n'a pas à se plier à ça. On doit rester libre. Et rester libre, c'est sans ces traités-là. On a assez montré depuis 1991 qu'on savait très bien vivre sans avoir des traités pareils. Mais est-ce que vous savez que la plupart des recours qui sont adressés à la Cour de Strasbourg viennent non pas d'étrangers, mais viennent de Suisses qui estiment que leurs droits humains n'ont pas été respectés par la Suisse? Moi-même, j'étais victime de ça, puisque j'ai fait 3 mois de prison par travail d'utilité publique, parce que j'avais été coéditeur d'une brochure dite révisionniste. Donc, sans avoir rien écrit, sans avoir rien dit, sans avoir caricaturé personne, j'ai été soumis comme prisonnier politique. J'aurais pu aller à Strasbourg, pleurnicher ou n'importe quoi, mais c'est un problème interne. Les problèmes internes, on doit les régler nous-mêmes. Et on n'a pas à aller à Strasbourg, à Bruxelles, à Tombouctou, je sais pas où, pour aller se plaindre. C'est les nôtres. Ce sont les nôtres et on doit régler les problèmes entre nous. Très bien. Passons à un sujet peut-être moins délicat, celui de la politique agricole. Le cinéma royal, qui est connu pour ses présentations brillantes et notamment ses avant-premières, a montré le film qui s'appelle Révolution silencieuse. Est-ce que vous avez vu ce film? Non, j'ai pas vu. Est-ce que vous connaissez le contenu de ce film? Pas du tout. Il s'agit en résumé d'une famille d'agriculteurs de Jurian qui a décidé de se séparer de la production laitière parce qu'elle estimait qu'ils ne maîtrisaient pas la filière laitière, ce qui est sans doute vrai, pour se consacrer à la culture céréalière et de culture de blé ancien, et puis traiter sans l'usage des produits phytosanitaires de la grande chimie. Est-ce que vous estimez que la politique agricole pratiquée dans le canton de Vaud et en Suisse est la bonne? C'est naturellement un sujet assez complexe et quand même... au PNS, on pense, nous, que l'agriculture, c'est notre santé, puisqu'on parle souvent des coûts de la santé et autres. Donc, la nourriture, ce qu'on ingurgite, évidemment, doit être de qualité. Et moi, je pense qu'on doit sortir l'agriculture de tout le système économique en place pour ne pas tomber sous des traités qui prétériteraient notre agriculture. Et on doit la traiter comme d'utilité publique. Et la sortir complètement du cadre économique, concurrentiel et autres. Parce qu'on voit maintenant que avec les nouveaux traités CETA et autres, on risque d'avoir une perte totale en Europe de cette agriculture. Elle risque de disparaître par des traités comme celui qui vient d'être signé hier, ce traité CETA. Vous estimez que la Suisse devrait être autonome en matière de production alimentaire? Elle peut pas l'être, on le sait, même pendant la guerre, je crois que c'était 40% ou 50%, mais au maximum de ce qu'on peut faire. Et si on prend maintenant l'autre votation, et je rebondis dessus, comme Forta, qui va bétonner tout le paysage pour justement la surdensité et la surpopulation, eh bien, nous on était contre Forta à cause de ça. On va manger des terres agricoles pour la circulation routière. Et ça, nous, on veut pas, puisqu'on veut une diminution. En 1900, nous étions 3 millions. Aujourd'hui, nous sommes 9 millions. C'est quoi la limite? J'avais demandé à Blorer, quand il était venu à Yverdon, dans une conférence, c'est quoi pour l'UDC votre limite? C'est 15 millions, 20 millions avant guerre civile, c'est combien? Il n'a pas pu répondre. Parce que l'économie veut cette croissance perpétuelle, et cette croissance perpétuelle ne passe que par la surpopulation, le bétonnage et la perte, justement, de terrains agricoles. Bien, merci.
Une autre question maintenant dont on peut deviner la réponse. Qu'aviez-vous voté le 9 février 2014 au sujet de l'initiative contre l'immigration de masse ? Bon. Et pourquoi ? Pour nous, naturellement, ça allait pas assez loin, parce que immigration de masse, ça veut dire quoi ? On savait pas très bien ce qu'ils voulaient en venir. Moi, je m'aperçois une chose, c'est que cette initiative, elle a été faite pour concurrencer Ecopop en 2011. Ils l'ont sortie dès que Ecopop dépassait l'UDC sur leur droite, mais par la gauche, et qui allait plus loin qu'eux, et ils ont pas aimé, ils ont sorti ça, on a vu qu'ils étaient pas préparés, ils ont laissé passer le droit international, ils ont laissé passer Schengen, ils ont tout laissé passer, et quand ils font voter ça, ils savaient très bien qu'ils allaient se trouver en face d'un mur juridique international, et maintenant ils viennent pleurnicher. C'était pas comme ça qu'il fallait faire, et nous on a notre idée là-dessus. Il fallait déjà enlever Schengen, il fallait enlever ce droit international supérieur à notre constitution, et après faire une votation comme ça. Ça a été juste pour concurrencer Ecopop, et on a vu qu'ils ont été votés avant, qu'ils ont gagné avec 16 000 voix sur tout le territoire suisse, ce qui était ridicule naturellement, et Ecopop n'a pas passé. Alors qu'Ecopop était beaucoup plus valable, puisqu'il allait dans notre sens, contre la surpopulation, que l'initiative de l'UDC. Est-ce que vous seriez pour établir des contingents de main-d'œuvre étrangère, aussi bien pour la main-d'œuvre habituelle que pour les frontaliers, par exemple ? Non, moi je dis qu'il faut tout stopper maintenant. Il faut stopper, il faut avoir une démarche philosophique pour notre pays, savoir ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut en faire un adéquat manpower pour l'Europe parce qu'on n'a pas de chômage, parce qu'on gagne beaucoup. Les frontaliers qui devaient être un apport pour l'économie est devenu un moyen de pression des patrons sur les salaires et sur les emplois. Tout ça, ce n'est plus acceptable, sans parler des problèmes routiers. Mais comment on ferait... Pardon. Est-ce que vous pensez que notre économie resterait concurrentielle avec vos solutions ? Écoutez, si on n'arrive pas avec 9 millions, on arrive à combien ? Je vous pose la même question que j'avais posée à Blorer. C'est quoi la limite pour la Suisse ? Avec 600 personnes au kilomètre carré, on a la plus haute densité au monde. On s'aperçoit tous les matins que ça devient invivable. Si vous allez du côté de Genève, c'est invivable. Si vous prenez Yverdon, Lausanne, Genève, c'est invivable. Je l'ai fait quelques fois. Je comprends pas comment on peut fixer sa vie là-dessus. Donc on voit que la qualité de vie est en train de baisser par rapport à une croissance, et ça ne joue pas. Il faut réinventer cette société, et ce n'est pas en forçant qu'on va y arriver. C'est pas en bétonnant le pays qu'on va y arriver. À propos de qualité de vie, le Balcon du Jura doit absolument conserver un réseau santé de qualité. Et actuellement, c'est fait. Mais il se trouve que le réseau santé du Balcon du Jura emploie un certain nombre d'infirmiers, d'infirmières, de médecins étrangers. Et ceci parce qu'ils ne trouvent pas assez d'employés suisses. Si le réseau santé devait licencier tous ces personnels étrangers... Mais pourquoi vous les licenciez ? Je comprends pas votre... Pourquoi vous les licenciez ? Ah ben, vous opposez à non, nous, ils sont étrangers, il y a beaucoup de frontaliers, hein. Oui. On est d'accord. Nous, on n'est pas pour mettre les gens dehors, on est à l'entrée maintenant de stopper ce flux. Il faut stopper maintenant ce flux à tous les niveaux. Et nous, on n'est pas pour mettre quelqu'un dehors ou je sais pas quoi, comme on essaye de nous faire passer, parce que, évidemment, on passerait pour des hurluberlus. Nous, c'est à l'entrée maintenant qu'il faut stopper ce flux. 9 millions, avec la densité qu'on a, avec le pourcentage d'habitation, on peut pas continuer comme ça. C'est impossible. On va vers une explosion, on va vers quelque chose de négatif, on le voit dans les pays avoisinants, ce qu'a donné le surplus et l'exagération dans l'immigration, et ça en Suisse, ce sont des signaux qu'on doit tenir compte, et on doit stopper maintenant ce flux, maximum 9 millions, ça suffit. Est-ce que l'immigration et l'émigration n'est pas un phénomène, je dirais, naturel ou économique? On a constaté qu'en Suisse, l'année dernière, il y a eu beaucoup moins d'entrées qu'auparavant et beaucoup plus de départs. Oui. Alors, on était à 80 000, à 80 000, maintenant on est à 60 000. Si vous prenez la France, qui se plaint déjà, eux, ils sont à 200 000 en étant 8 fois et demi plus que nous. Alors, on est encore, je pense qu'on a encore une marge à descendre. Nous, d'après le PNS, notre qualité de vie, elle se situe entre 6 et 7 millions, et pas 9 millions, par rapport au territoire habitable. Et il est exclu qu'on ait abîmé ailleurs notre nature. Alors tout le monde se plaint du réchauffement de la planète par l'activité humaine. Si vous prenez les Verts, par exemple, ils se plaignent de la pollution, ils veulent mettre des taxes, des normes et tout ça, et ils sont immigrationnistes. Faut me dire comment on fait alors. Parce que la pollution, c'est l'activité humaine, c'est pas la nature qui se pollue elle-même. Voilà. Alors, ils sont pas conséquents avec eux-mêmes. On voit qu'ils sont encore dans le vieux créneau de communistes ou marxistes de l'international, et de l'autre côté, ils font du bricolage avec l'écologie. Nous, on n'est pas d'accord de ça. Très bien, on prend acte.
Vous avez donc voté 3 fois non pour les votations fédérales du 12 février dernier. Il y avait aussi une votation cantonale qui était la loi sur la préservation et la promotion du parc immobilier. Qu'avez-vous voté à ce sujet? Alors nous, on était contre pour une seule raison. Le reste, c'était aussi quelque chose, j'ai laissé libre chez nous, parce qu'il y avait le fait que l'État peut s'emparer, somme toute, de terrain ou pour construire ou pour ne pas construire, ou voilà. Et ça, on n'est pas d'accord que l'État s'immisce quand même à ce point-là dans le système privé. C'était la seule raison. Donc vous êtes libéral pour certaines choses et puis interventionniste pour d'autres. Exactement. Du moment que ça touche notre intégrité, notre liberté, on est là. Très bien. On a parlé du réseau Santé Balcon du Jura tout à l'heure. Vous êtes citoyen de Sainte-Croix. Donc quelles sont vos priorités concernant le Balcon du Jura? Quelles seront vos priorités si vous êtes élu au Grand Conseil ou au Conseil d'État, si vous décidez de vous présenter pour le Conseil d'État? Ça, on verra quand j'y serai. On prendra les sujets comme ils viennent. Vous pouvez pas les inventer. Ils sont là et il y a beaucoup de choses. Nous, par exemple, on fait partie des opposants aux éoliennes, par exemple. Et on est opposant aux éoliennes, naturellement pour les nuisances qu'elles portent au paysage, c'est une pollution visuelle, sonore et autres, mais surtout parce qu'on veut nous mettre des éoliennes alors qu'on est en surpopulation. Et ça, si on était le nombre qu'on devrait en Suisse pour avoir une qualité de vie, c'est-à-dire, comme je vous ai dit avant, 6 et 7 millions, on n'aurait pas besoin d'éoliennes. Et tout ce qui est fait maintenant, c'est par rapport à cette surpopulation. Que ça soit Forta, les éoliennes et tout le reste, puisque j'ai même entendu une aberration de mettre une centrale électrique dans les gorges de Covatane, qui est un haut lieu touristique de la région et qui est aussi une industrie dont on doit tenir compte. Donc vous avez une sensibilité écologique affirmée apparemment. Comme nationaliste, évidemment, c'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres, évidemment qu'on est les premiers écolos, avant même les marxistes. D'autres priorités pour le Balcon du Jura? Non, je crois qu'il faut le faire connaître, surtout parce que je vois beaucoup de gens qui viennent là, on connaissait pas, qui viennent de Suisse allemande et autres. Je pense qu'il y a un manque de visibilité, surtout au niveau touristique. Ça vaut les Alpes, ça vaut beaucoup d'endroits qui sont beaucoup plus prisés pour le tourisme. Et je pense qu'il y a encore une nature là qui est encore, qui est encore intègre et qui n'est pas encore surannée. On est donc sur les ondes de Carnaval FM. Carnaval FM qui dit carnaval. Est-ce que vous connaissez le carnaval de Sainte-Croix? 11 ans, vous avez déjà participé? Non, pas participé. Je suis venu comme spectateur, naturellement. C'est toujours un plaisir de voir le défilé et autres. Mais je suis pas très festif moi-même, donc je fais pas la fête. Donc voilà. On n'aura pas de chance de vous voir déguisé ce week-end sous la cantina. Non, je pense que ma personne déjà fait effet, donc ça suffit. J'ai déjà le déguisement intégral, donc c'est bien. Il faut préciser pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image que M. Brennenstuhl a les cheveux très courts, ouais. Extrêmement courts. C'est comme l'argent, quand on n'en a pas, il ne faut pas l'étaler, vous voyez. Et les cheveux, c'est pareil. Quelle image avez-vous du carnaval? Est-ce que c'est une fête païenne qu'il faudrait interdire ou bien est-ce que c'est un moment de liesse, de libération? Moi, je relie pas tellement ça à la religion. Ça n'a rien de religieux pour moi. Moi, j'ai fait les internats catholiques en Valais, donc très dur à l'époque. J'ai été en école privée catholique. J'étais beaucoup, à cause de ma famille, dans la religion. J'en suis sorti dans le sens pratiquant, mais je suis croyant évidemment. Et je lie pas tout à la religion. Malheureusement, le fait qu'il y ait cette religion qui est venue chez nous par l'immigration, qui nous impose, nous, maintenant, à se poser la question de savoir si c'est ostentatoire ou pas dès qu'on montre notre religion chez nous et qui fait partie de notre décor. Et ça, le carnaval, il ne doit pas absolument être assimilé à donc à la religion, dans le sens que c'est une fête païenne, adaptée sûrement à des gens qui sont très chrétiens et qui ne créent pas de problème entre les deux. Donc ça ne vous pose aucun problème? Aucun, alors surtout pas, au contraire. Je trouve que ces fêtes perpétuent quand même quelque chose de traditionnel et d'ancestral, bientôt, et ça a lieu d'être. Très bien. Est-ce que sur le plan... On revient aux votations prochaines qui auront lieu le 30 avril, rappelons-le. Est-ce que votre parti nationaliste suisse a conclu avec d'autres partis, d'autres listes, des apparentements ou... Non, on peut pas. Vous savez bien comment on est perçu. On est perçu comme extrémiste, nazi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les noms qui ressortent, tous
tous les termes éculés, tous les poncifs pour nous mettre de côté et profiter de nous censurer comme la presse le fait dans sa totalité. Non, je crois que nous allons y aller nous-mêmes. On a un programme qui est très différent de tout le monde. Nous, ce qui nous différencie beaucoup de l'UDC, qui se fait passer pour nationalisme et qui est conservateur libéral, nous, c'est nous sommes du nationalisme social. Et nous avons un volet social très développé. D'ailleurs, dans tout ce qui est votation qui touche au social, donc au social comme l'AVS et autres, on était pour. On vient de lire dernièrement qu'on a refusé 70 francs à notre AVS, comme si 70 francs de plus à nos anciens allait déstabiliser l'économie suisse, quand on sait que la BNS gère plus de 1000 milliards, qu'il n'y a pas d'impôt sur les transactions électroniques, etc., etc. On se fout un peu de nous quand même, là. Et qu'est-ce que vous pensez de l'apparentement entre le PLR et l'UDC pour le Conseil d'État ? Eh ben, ils sont comme en France, c'est une sorte d'UMP2. Ils se mélangent et on voit qu'ils sont les mêmes. L'UDC, quand on m'a demandé l'autre jour ce que je pensais de l'UDC, j'ai dit, pour moi, qui suis à l'extrême droite, d'après les médias, c'est une danse, c'est 3 pas en avant, 4 en arrière et 5 de côté. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait une politique pour le pays, patriotique, nationaliste, ou d'ailleurs aucun ne se prévaut d'être nationaliste à l'UDC, et aucun n'a jamais fait partie à la direction de la mouvance nationaliste. Si vous êtes élu au Conseil d'État, est-ce que vous imaginez pouvoir travailler de manière consensuelle avec une ministre écologiste, par exemple 2 ou 3 socialistes, 3 ou 4 PLR? Écoutez, moi, j'ai une expérience de la sécurité, ce que n'a pas Béatrice Métro. Premièrement, moi j'ai travaillé à très haut niveau dans la sécurité, avec des services secrets, avec des services de protection. Vous avez été garde du corps de Ben Bella. Oui, j'ai été aussi de la famille Kadhafi, j'ai été de Nessim Gaon à Genève, j'ai été de vedette aussi, j'étais aussi d'homme d'affaires. J'ai voyagé dans tout le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, j'ai vécu des choses. J'ai fait aussi l'Afrique noire, j'étais au Nigeria, j'ai vécu dans d'autres pays. J'ai même vécu au Caire, j'ai vécu à Damas, je connais ça. Alors tous ceux qui viennent me parler de tout ça maintenant, qui font les malins devant nous, qui sont en politique élus, n'ont jamais mis les pieds dans ces pays-là et ils viennent nous donner des leçons. Alors je pense quand même que j'ai une expérience de tous ces pays, j'ai une expérience de l'islam, j'ai une expérience de la mentalité de ces pays-là, et je pense que je suis quand même plus à même, si je prends un département comme ça, à le mener par rapport à la présence maintenant, aujourd'hui, des gens qui viennent de ces pays-là. Moi, j'ai aucun problème avec personne. Si vous avez un département, je ne vais pas me mêler du département des autres. Vous avez une mission, vous avez un but, toujours dans l'esprit du patriotisme suisse, et avec ça, vous devez faire votre travail. Et j'ai aucun problème avec les autres. Les autres, ils ont été élus pour leur poste, qu'ils fassent leur boulot déjà. Très bien, alors pour conclure, donnez aux auditeurs et auditrices les meilleures raisons possibles de voter pour vous. Voter pour nous, c'est qu'on a une vision du pays encore, de sa tradition, de son passé, de son présent et surtout de son futur. À partir de là, je pense que le programme, il est fait. Je vous remercie, Monsieur Philippe Brennstuhl, d'avoir consacré une demi-heure à Carnaval FM. Nous vous souhaitons bien du plaisir pour la suite de cette campagne. Et rendez-vous au 30 avril. Au 30 avril, et merci de m'avoir reçu.